Ouais, mais ça... Quand certains hommes d'affaires discutent avec leur On chauffeur, n'a pas le droit à la toile. Hein. Ah non, non, c'est fatal. Hein. C'est fatal. Si vous faites... Moed Altrad, lui, serait plutôt du genre à plaisanter avec ses pilotes. Là, on a 40 L'avion minutes. qui l'attend au bout du Descendre. tarmac, c'est un peu son taxi personnel. C'est bon, commandant. Allez, on y va. Il le loue à l'année pour pratiquement un demi-million d'euros. Et ce n'est pas pour le plaisir. En 25 ans, ce grand patron d'origine syrienne a parcouru toute la France et une bonne partie de la planète pour se rendre dans ses 80 sociétés. En fait, c'est pas un vrai luxe, hein, c'est plutôt une nécessité pour être efficace, pour travailler. Vous voyez, là, on part à Rouen, on part de Montpellier, 40 minutes après, on est sur place. À défaut, c'est en voiture, c'est Montpellier à Rouen, c'est 5 heures. Vous ne le connaissez probablement pas, et pourtant Moed Altrad fait partie des plus grosses fortunes professionnelles de France. Avec un patrimoine évalué à 350 millions d'euros, il serait même le 118e Français le plus riche du pays d'après le classement Challenge. Tous les ans, ce magazine publie la liste des 500 premières fortunes françaises. À côté des Bernard Arnault ou des François Pinault, figurent des noms beaucoup moins connus. Ceux de chefs d'entreprise multimillionnaires à la réussite discrète mais fulgurante. 3 d'entre eux ont accepté de nous laisser partager leur quotidien. Un self-made man, Moed Altrad. Parti de rien, il a bâti seul un empire mondial dans le BTP. Rares les chantiers dans le monde où vous n'avez pas un produit Altrad. Un génie de l'Internet, Pierre Kosciusko-Morizet. À 35 ans, il est devenu richissime grâce à son site de vente en ligne. Bonjour. On pensait qu'on allait conquérir le monde, donc on pensait que ça deviendrait gros. Oui. Et un héritier du Bordelais, Hubert de Boire, qui fait fructifier l'héritage familial. Le domaine appartient à ma famille, qui est une famille implantée ici à Saint-Émilion depuis plus de 200 ans. En plein débat sur l'exil fiscal, alors que les riches sont montrés du doigt, ces 3 hommes assument leur fortune au nom des emplois qu'ils créent et de l'argent qu'ils injectent dans l'économie. Nous sommes partis à la rencontre de ces Français enviés et pourtant si mal aimés. Au milieu des oliviers, dans cette petite maison de campagne en plein cœur de Montpellier, nous retrouvons Moed Altrad. Bonjour. C'est depuis ce bureau, qui ressemble à tout sauf à un siège social, que l'homme d'affaires dirige l'empire qui porte son nom. C'est ça, on peut le renfermer. Hein. Difficile à imaginer quand on le rencontre pour la première fois, Voilà mon bureau. mais en 25 ans, Vous cet voyez, homme, c'est là qui où je paraît travaille. presque timide, a bâti l'un des plus gros groupes mondiaux dans le matériel de construction. Et sur les murs, un peu partout, il a affiché les trophées de son impressionnante réussite. Puis vous avez la Légion d'honneur, signée par le président Chirac. Il faut dire que son histoire n'a rien de banal. Il en a même fait un roman, Badawi, bédouin en arabe. Car Moed Altrad est né dans le désert, en Syrie. Il ne sait même pas en quelle année exactement. Il y avait des pistes, si vous voulez. Il y avait l'année 1948, il y avait l'année 1952, il y avait 1956. Donc on ne sait pas, en fait. Et dans le désert, il n'y a pas d'état civil, d'autant plus qu'un bédouin, ça n'intéresse personne, finalement. C'est l'arabe de l'arabe, quoi. Un bédouin, devenu l'un des hommes d'affaires les plus riches de France. L'histoire est tellement incroyable qu'elle a fait plusieurs fois la une des journaux. Car quand il arrive en France pour ses études, Moed Altrad parle à peine la langue. Mais il est doué et il a le sens des affaires. 20 ans plus tard, avec ses économies, il achète une entreprise d'échafaudage en faillite. C'est le début de la success story. Aujourd'hui, son groupe est un des champions mondiaux de l'échafaudage et le numéro 1 de la bétonnière.
Un business qui a fait sa fortune et lui a permis de s'offrir une vie de millionnaire. À quelques mètres de son siège, dans un parc de 2 hectares en pleine ville, voici sa maison. Un magnifique hôtel particulier avec piscine à débordement. Le businessman ne se refuse rien, ni les voitures de luxe, ni la piscine intérieure chauffée, avec transat, un peu comme dans un palace. Et s'il n'a pas de problème à assumer sa fortune, c'est que Moed Altrad est fier de sa réussite. Bonjour. Et il n'est pas le seul. Sa femme, Anne-Catherine, est sa première admiratrice. C'est elle qui lui a acheté ce fauteuil imposant de style syrien. C'est moi qui lui ai offert ça. Parce que ça faisait trône. Et je trouvais que ça lui allait bien. Ouais. Pour moi, c'est une chaise que tu as son image. C'est tout bête, hein. Le couple a accepté de nous ouvrir les portes de sa maison, car malgré les polémiques, la fortune ici n'est pas taboue. Pour les Altrad, elle est le résultat de 25 ans de travail et il n'y a pas de mal à en profiter. Tu vois, quand Moed a décidé d'acheter une Ferrari, il a beaucoup hésité, il a hésité longtemps. Et c'est même moi qui l'ai poussé en lui disant « Mais tu fais que travailler, tout le temps, si tu veux te faire plaisir, mais fais-toi au moins fais-toi ce plaisir. Quoi. Ça fait longtemps que tu veux une Ferrari. Achète-toi une Ferrari. » Car sa fortune, Moed Altrad l'a construite de ses mains. En s'enrichissant, il a créé un immense groupe industriel de 7000 personnes, présent dans une vingtaine de pays dans le monde, et dont le chiffre d'affaires devrait frôler les 750 millions d'euros cette année. Et s'il y est arrivé en partant de rien, ce n'est pas par hasard. Derrière l'homme apparemment réservé, se cache un redoutable businessman qui gère son entreprise d'une main de fer. Cela se vérifie à chaque fois qu'il se rend dans ses filiales. Ce jour-là, une usine de bétonnière à Roanne. Hop. L'une des premières sociétés achetées par l'homme d'affaires il y a 25 ans. À l'époque, Bonjour. ils étaient à peine 50 à travailler ici. Aujourd'hui, ils sont 3 fois plus. Mais si Moed Altrad a fait le déplacement, c'est que l'entreprise connaît de grosses difficultés. Et le patron vient demander aux salariés d'être beaucoup plus productifs. Il est venu rencontrer les délégués du personnel et d'emblée, sans prendre de pincettes, il va aller droit au but. Donc c'est pas une bonne année. On a fait 52 millions, c'est-à-dire 7-8% de moins que ce qu'on a fait l'année d'avant. C'est énorme. Probablement parmi les sociétés les plus mauvaises. Des résultats en chute libre par rapport au reste du groupe. Pour l'homme d'affaires, ça ne va pas du tout. Ce qui était assez hier, il n'est plus aujourd'hui. Il faut faire plus. Ça passe par des sacrifices à votre niveau. Et il faut travailler plus. Hein, et malheureusement, c'est comme ça pour gagner la même chose. Parce que voilà, donc c'est un discours qui n'est pas encourageant, mais il est réaliste. Vous êtes quand même conscient qu'on a certaines difficultés quand même. Oui, mais aujourd'hui, tout augmente à un moment donné. Les gens, ça devient difficile tous les mois. On est bien obligé à un moment donné de défendre notre beefsteak. Mais le patron va rester inflexible. Il a fait le calcul depuis longtemps. Avec ses filiales partout dans le monde, continuer de produire en France est pour lui de moins en moins rentable. Si on prend que l'intérêt économique, il faut mettre une croix sur cette société. Parce que vous payez votre salarié 40 € de l'heure chargée. Le même salarié en Allemagne, il coûte toujours 40 €. Le même dans nos usines à Altrad, en Pologne, il coûte 14 €. Le même en Tunisie coûte 8 €. Le même en Chine, il coûte peut-être 1 €. Mais vous voyez, donc vous avez un choix entre 40 € et 1 € quoi, dans le monde. Sauf que les choses ne sont pas aussi simples. Il y a cette volonté de rester là où nous sommes, parce que nous sommes en France et c'est un groupe français. La voie est douce, mais la menace à peine voilée. Car l'homme n'a pas d'état d'âme, et c'est à ce prix qu'il a construit son empire. Un groupe qui emploie 2500 personnes dans notre pays. Bon retour. Et qui paie tous les ans
environ 80 millions d'euros d'impôts et de taxes. À ses yeux, la meilleure réponse aux éventuels détracteurs, à l'heure où certaines grandes fortunes font la une des JT. Casse-toi, riche-con, c'est la une de Libération aujourd'hui. Le quotidien s'attaque ainsi à Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. Les critiques sur les riches, d'autres millionnaires les balaient aussi. Ils mettent en avant l'argent qu'ils injectent dans des entreprises qui se créent. Parfois même, c'est toute leur fortune. C'est le cas de ce jeune surdoué de l'Internet, Pierre Kosciusko-Morizet. Il a déjà investi des millions dans des startups. Ouais. Si vous ne le connaissez pas, vous connaissez peut-être sa sœur, Nathalie Kosciusko-Morizet, une ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. Et très probablement, le site qui a fait sa fortune, Price Minister, un site de vente en ligne sur Internet, sur lequel on trouve tout et n'importe quoi. De la ceinture de danse orientale à la cheminée, en passant par le ballon gonflable de piscine. Bonjour. On va tout de suite démarrer par les chiffres. Aujourd'hui, l'homme de 35 ans dirige une équipe de 250 salariés. On ne sait pas exactement quand. Vous pouvez reprendre une activité normale. Bonne semaine. Mais quand il se lance il y a 12 ans, avec 4 amis, le pari est risqué et la mise de départ plutôt modeste. Comment on organise les développements, c'est assez visuel. Salut Swan. Hello. Ça va? On n'avait pas d'argent de côté, donc moi j'avais fait un prêt étudiant. Et en gros, on avait 40 000 euros à 5. C'était une société anonyme à 40 000 euros. Mais avec son site, l'un des premiers en France à mettre en relation des vendeurs et des acheteurs, Pierre Kosciusko-Morizet est persuadé de tenir la bonne idée. L'intuition paye. 10 ans plus tard, il revend sa société à un géant japonais, Rakuten. Pour lui, c'est le jackpot. Et ça vous a rapporté combien, vous, de vendre Price Minister? Moi, à titre personnel, on a vendu la société 200 millions d'euros et j'avais un peu moins de 20%. Ça fait à peu près 40 Donc millions. il faut faire le calcul. C'est ça, un peu moins de 40 millions? Mais ouais, en fait, avant impôt, un peu moins de 40 millions d'euros. Ouais. Oui, ce qui est génial. 40 millions d'euros, une somme que le néo-millionnaire a réinvestie presque intégralement. Il finance aujourd'hui une trentaine de sociétés. Et pour lui, ce n'est pas juste un passe-temps. Quand il n'est pas au bureau, il passe ses journées au téléphone, à gérer tous ses investissements. Ouais, c'est assez classique, si tu veux. C'est une forme de carry d'interest. Car il veut savoir comment est utilisé son argent et s'assurer que ses placements lui rapportent un jour. Bonjour. Novapost est l'une des premières boîtes sur lesquelles il a misé. La société, qui emploie aujourd'hui une quarantaine de personnes, est la première à avoir lancé les fiches de paye électroniques il y a 5 ans. Pierre Kosciusko-Morizet croit tellement au concept qu'il a déjà mis 1,5 million d'euros dans l'entreprise. Ça va. La forme. Mais en échange, il vient régulièrement voir les deux jeunes patrons qui lui font des comptes rendus très précis sur les résultats de la boîte et les derniers contrats décrochés. Spécifiques, c'est-à-dire qui ont fait soit de la GED, donc qui étaient on a signé à peu près 25 clients depuis 3 mois, donc on connaît une vraie accélération du business. Les chiffres sont bons, mais l'investisseur ne va pas lâcher ses deux poulains. Quand il vient, c'est aussi pour donner son avis sur la stratégie, et ça peut aller très loin. Il se mêle absolument de tout, y compris des recrutements. Pour moi, les commerciaux, il faut en recruter le plus possible. T'en auras jamais trop, quoi. Donc, mais que des très bons. Plusieurs mauvais, en fait, ils te grillent des contacts. Le truc, c'est que c'est très compliqué de recruter les bonnes personnes. Fais-moi un mail et je vais te passer. S'il est aussi impliqué, c'est que Pierre Kosciusko-Morizet ne veut prendre aucun risque. Son investissement peut rapporter gros, mais rien n'est garanti. Si la boîte fait faillite, il perd son 1,5 million d'euros. Et pourtant, il préfère largement prendre ce risque qu'acheter des immeubles ou placer sa fortune à la banque, par exemple. On confie l'argent des entrepreneurs, on ne sait pas quand on le reverra, on ne sait pas si on le reverra, on ne sait pas combien on reverra. En revanche, on sait qu'il sert à quelque chose. Alors que voilà, quand il est placé par des trucs un peu plus virtuels, d'actions, d'obligations, etc., c'est une ligne sur un compte en banque. Donc
pour moi, c'est pas de l'argent qui sert à quelque chose, quoi. Cette activité d'investisseur, c'est la principale raison pour laquelle le jeune millionnaire a immédiatement accepté notre reportage. Ciao. Salut Pierre, merci. Ouais. Car avec les nouvelles mesures fiscales, il va payer beaucoup plus d'impôts. Désormais, si son investissement dans une boîte lui rapporte une grosse somme d'argent, 60% de ce qu'il aura gagné sera prélevé, 2 fois plus qu'avant. Pour lui, c'est trop, et il n'est pas le seul à le penser. Avec d'autres investisseurs, il a participé à une révolte de jeunes entrepreneurs contre ces nouveaux impôts. Une fronde qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, le mouvement des pigeons. Rendez-vous le soir même, dans un triplex en plein cœur de Paris. Sinon, vous nettoyez les girolles et moi je les découpe. Ambiance, dîner à la bonne franquette entre potes. Et pourtant, à part nous, il n'y a que des millionnaires dans la pièce. Pierre Kosciusko-Morizet et 2 autres fondateurs de Price Minister, notamment son cousin, qui reçoit ce soir. Du beurre, de l'ail. Ouais, super. Tous sont devenus riches en revendant leur site et tous réinvestissent une bonne partie de leur fortune dans des petites sociétés. Pour eux, des impôts, surtout en temps de crise, d'accord, mais pas sur de l'argent qui sert, selon eux, à créer de la richesse. Prendre des impôts sur de l'argent qui dort à la banque, se dire on va prendre l'ISF parce que cet argent dort, il ne sert à rien, je comprends assez bien. Dire quelqu'un qui investit dans une PME, sachant que la PME va tout dépenser, en fait investir en salaire, en marketing, en frais commerciaux, etc. C'est de l'argent qui va rejaillir dans toute l'économie, qui va irriguer toute l'économie. Dire que sur cet impôt, on va ensuite prendre 60% des bénéfices, c'est incroyable. Pour l'instant, pourtant, aucun d'entre eux ne se dit tenté par l'exil fiscal. En revanche, ils sont en première ligne pour observer le phénomène. Et d'après eux, de plus en plus de créateurs d'entreprises et d'investisseurs quitteraient le pays. On n'est plus du tout sur la gauche ou la droite. C'est juste une erreur stratégique de gestion. Ce qui me gêne beaucoup, c'est que je vois des jeunes qui partent créer leur entreprise ailleurs. Et donc, c'est pas comme quelqu'un qui a créé des emplois en France et qui part avec un sac d'euros le dépenser en Suisse. C'est quelqu'un qui ne va pas créer d'emplois en France. C'est beaucoup plus grave. Quelqu'un, au fond, qui achète un paquet d'actions du CAC 40, qui l'achète depuis la Suisse ou depuis la France, ça ne change pas grand-chose. Quelqu'un qui a investi son argent à l'étranger ou qui crée une entreprise à l'étranger, bah, s'il y en a beaucoup, ça va être la mort de l'économie française. Et ça, c'est un problème. Pour PKM, comme on l'appelle quelquefois, l'économie française ne peut pas se passer d'entrepreneurs et d'investisseurs comme lui. D'autres grandes fortunes, elles, mettent en avant le patrimoine qu'elles font fructifier. Hubert de Boire fait lui aussi partie du club très sélect des plus grosses fortunes. Vous allez où? Il serait le 204e Français, le plus riche du pays. Ça va? Car il est à la tête de l'un des plus beaux vignobles français. Ouais, ça va. Château-Angélus, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, à Saint-Émilion exactement. Quelques hectares de vignes dont il a hérité et qui sont estimés à environ 200 millions d'euros. Alors, passe bien? Le raisin, il est tombé dedans tout petit. Depuis, c'est toute sa vie, et pendant les vendanges, son seul menu. C'est une cure, il faudrait demander au diététicien si c'est bien, mais c'est 4 à 5 kilos de raisin par jour. Ouais. Donc en fait, c'est que raisin, quoi. Il y a un bon petit déjeuner, puis après c'est que raisin la journée. Ça dure 15 jours, alors après ça va. Car Hubert de Boire fabrique lui-même son vin. Toute l'année, il travaille dans ses vignes. Voilà. Didier, on a combien de cagettes là? Car il doit produire un vin à la hauteur des attentes et investir en permanence pour valoriser la richesse dont il a hérité. Car le vin, c'est aujourd'hui le produit français le plus exporté après les avions. Et pour Hubert de Boire, c'est 20 millions d'euros de chiffre d'affaires les bonnes années. Mais comme 95% de son vin est vendu à l'étranger, il doit sans cesse conquérir de nouveaux marchés. Et en ce moment, tous ses efforts sont concentrés sur un pays, la Chine. Ce jour-là justement,
il reçoit de riches clients chinois. Et son opération séduction va commencer dès la descente du bus. Enchanté, Erika. Ni hao. Ma fille, ma daughter. Il a demandé à sa fille de leur préparer un petit mot d'accueil très personnalisé. Ni men hao. Ni men hao. Wolai ti shao. Ici à Women Tattoo de Hongqiu. Pour plaire à cette clientèle fortunée, la jeune femme a appris le mandarin. Je pense que l'effort est salué et c'est quelque chose d'un petit peu inattendu, donc qu'elles y sont très sensibles. Et ce n'est pas tout. Hubert de Boire a prévu la totale pour épater ses clients venus de si loin. D'abord, une visite guidée de la salle de tri où sont sélectionnés les meilleurs grains. Les Chinois apprécient beaucoup. Appareil à la main, ils veulent absolument tout photographier. Les petites mains qui travaillent sur ces machines. Et même l'idéogramme de Château Angélus, bien en évidence sur le parcours de la visite. Et après avoir joué les guides de luxe, Hubert de Boire se prête volontiers à l'inévitable séance photo. Un grand succès. Un succès obtenu grâce à un tour de force. Il y a quelques années, en échange de caisses de bouteilles, il a réussi à placer son vin dans l'un des films les plus regardés au monde. Le vin de James Bond. Que votre beauté pose problème. Et si l'héritier a su se transformer en un commercial hors pair, c'est que pour vendre un vin, à 300 € la bouteille en moyenne, il faut savoir toucher les clients les plus fortunés. Et aujourd'hui, c'est surtout en Chine qu'il se trouve. La Chine, ça représente un gros marché pour vous? Pour Angélus, beaucoup, oui. Parce que on ne sait pas très bien, mais aux alentours de 40% aujourd'hui de ce qu'on vend est vendu en Chine. 40% de clients chinois, presque un consommateur de Château Angélus sur 2. Mais être un bon commercial, ça ne suffit pas. Hubert de Boire est aussi un chef d'entreprise. Il emploie 20 personnes et doit sans cesse investir. Sa dernière dépense, des travaux de rénovation de tout le bâtiment pour transformer la vieille propriété familiale, cette bâtisse agricole sans charme, en ce qui ressemblerait plus à un château. Cela a un coût, au moins 7 millions d'euros. L'objectif, promouvoir encore l'image de son vin pour mieux le vendre et valoriser le patrimoine familial. On a mis un magnum. Car Hubert de Boire n'est pas tout seul. Loin de là. Tous les membres de sa famille sont également propriétaires. Tu as fini tes vendanges? Chez lui, ce jour-là, il a réuni les actionnaires les plus importants. Son père, à gauche, et son oncle, propriétaire depuis 1924. Au début, la famille possède moins de 2 hectares. Je connais ça. Combien? 1 hectare 90. Pas plus que ça? Mais mon pauvre ami, j'ai tous les dossiers. À cette époque, les de Boire ne sont pas encore multimillionnaires. T'as entendu ce qu'il a dit ton grand-père? Est-ce que vous auriez imaginé un jour finir dans le classement des plus grandes fortunes françaises? Oh, je vous dirais que ça. Il y a le plus gros, vous savez. Rothschild est plus gros que nous. Les anciens jouent les faux modestes, mais dans le climat actuel, le fils, lui, éprouve le besoin de se justifier. On n'a pas du tout ce sentiment qu'on est des gens qui usurpent quoi que ce soit à qui que ce soit. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On crée des emplois, on crée de l'image sur la France, on crée dans la balance extérieure de la richesse pour notre pays, et on vit, oui, bien, mais enfin, je veux dire, on vit très simplement. Pas question d'être mis dans le même panier que les ultra-riches qui ont pu faire la une de la presse. Vous êtes tous les deux nés ici, vous, dans cette maison. Et surtout, les de Boire répètent à qui veut l'entendre qu'ils ne sont pas prêts à vendre la propriété familiale pour aller s'exiler en Belgique ou en Suisse. Ils restent en France, comme tous ceux que nous avons suivis dans ce reportage. Moed Altrad
le roi de l'échafaudage et de la bétonnière, se consacre à sa nouvelle passion. Pas les voitures de luxe, même s'il aime toujours rouler en Ferrari, mais le rugby. Car l'homme d'affaires a acheté le club de sa ville, Montpellier, qui était en faillite. Une petite folie qui lui a déjà coûté 7 millions d'euros. Bonjour. Ah ben ça c'est François. Salut. À 800 km de là, Pierre Kosciusko-Morizet, le fondateur de Price Minister, s'est associé à 70 autres entrepreneurs pour financer des start-up, avec l'espoir que l'argent investi rapportera gros. À Saint-Émilion, depuis notre premier passage, les travaux ont avancé. Voilà, donc c'est... Voilà, ça... Le nouveau clocher de la propriété a été baptisé par une célébrité locale, le cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux. Un récent classement a propulsé les Deux Boires dans le top 4 des Saint-Émilion. Depuis, leur vin se vend 30% plus cher qu'avant.